L'intitulé de ce sujet est le suivant. Quelles sont les conséquences de l'évolution du partage de la valeur ajoutée depuis le début des années 2000? Pour répondre à la question, il faut d'abord la comprendre, et pour cela distinguer différents types de termes. Premièrement, ce qui indique la nature du travail à faire. Ici, quelles sont les conséquences, autrement dit, quels sont les effets. Et évolution, c'est-à-dire modification. Puis les termes qui relèvent du domaine de connaissance. La valeur ajoutée, c'est la création de richesse au cours d'une année dans un pays donné. Puis le partage de la valeur ajoutée. Tous ceux qui ont contribué à la création de richesse ont droit à une partie de la valeur ajoutée. Les salariés, sous forme de rémunération, les entreprises, avec l'excédent brut d'exploitation, et l'État, avec les impôts. Enfin, les termes qui indiquent la délimitation géographique et temporelle. En ce qui concerne les pays, il n'y a pas de bornage explicite, mais on s'intéressera surtout aux pays riches. Pour l'époque, il est mentionné qu'il faut traiter le sujet depuis les années 2000. On peut alors reformuler le sujet. Cette question en pose deux. Première question, quelles évolutions a connues le partage de la valeur ajoutée? Deuxième question, quels en sont les effets? On peut alors donner une première ébauche d'organisation des idées. D'abord, élaborer un constat. Comment le partage de la valeur ajoutée s'est transformé depuis les années 2000? Puis, quelles en sont les conséquences? Sont-elles positives ou négatives? On peut maintenant analyser les documents. Le premier document met en évidence la part de la rémunération du travail dans le PIB aux États-Unis depuis 1991. Par exemple, en 2000, plus de 60% de la valeur ajoutée revient aux salariés. On note que depuis le début des années 2000, le partage de la valeur ajoutée devient défavorable aux salariés. En 2000, la part de la rémunération des salariés dans la valeur ajoutée est de 61%. En 2015, elle est de 57%. La part de la valeur ajoutée qui revient aux salariés a donc diminué de 4 points. Le deuxième document met en évidence qu'un partage de la valeur ajoutée défavorable aux salariés peut être positif. Les entreprises ont plus de profits, elles peuvent donc investir davantage. Comme elles sont plus compétitives, elles peuvent augmenter leurs exportations et donc vendre davantage. Elles produisent donc plus, ce qui permet de créer des emplois. Cependant, la modération salariale peut aussi avoir des effets pervers. Un partage de la valeur ajoutée défavorable aux salariés peut être négatif. Les salariés ont un revenu qui stagne, la consommation peut alors baisser, la demande diminue, ce qui peut pousser les entreprises à moins produire et à licencier. Enfin, ce que l'on remarque, c'est que si un seul pays mène une politique de modération salariale, c'est positif pour lui. Il y gagne, comme ses produits sont moins chers, par rapport à ceux de ses concurrents, ses exportations augmentent. En revanche, si tous les pays adoptent cette politique, la demande globale au niveau mondial diminue, ce qui entraîne une baisse de la production. Le document 3, maintenant. En France, en 2016, le partage de la valeur ajoutée s'est fait en faveur des apporteurs de capitaux. Ainsi, les profits ont augmenté de 11%. Et à l'intérieur, c'est la rémunération des apporteurs de capitaux qui est favorisée. Les sociétés du CAC 40 ont versé 56 milliards de dividendes. Cette évolution peut avoir des effets négatifs. En effet, ces 56 milliards auraient pu être versés sous forme d'impôt à l'État. Celui-ci aurait alors pu augmenter ses dépenses dans l'enseignement supérieur, dans la recherche, ce qui aurait entraîné une augmentation du capital humain et donc favorisé la croissance. Cependant, il peut aussi y avoir des effets positifs. Ces 56 milliards ont été réinjectés dans des petites entreprises ou des start-up. Ainsi, leur financement de l'investissement a pu être favorisé, ce qui permet de générer de la croissance. Document 4. Le partage de la valeur ajoutée ne s'est pas fait de manière équitable. Certains sont favorisés au détriment d'autres. Et donc, les inégalités de revenus ont augmenté, d'après l'OCDE. Si on prend la période 2007-2010,
juste après la crise de 2007, les revenus dans l'OCDE ont globalement baissé. Ils ont baissé de 5% pour les 10% les plus pauvres, de 3,6% pour les 10% les plus riches. Cependant, la baisse a donc été plus forte pour les plus pauvres que pour les plus riches. Si on prend maintenant la période 2010-2014, on se rend compte que maintenant les revenus de l'OCDE ont augmenté. De 1,1% pour les 10% les plus pauvres, de 2,3% pour les 10% les plus riches. La hausse a donc là été plus forte pour les plus riches. La conclusion, c'est que les revenus des 10% les plus riches ont retrouvé leur niveau d'avant-crise, pas ceux des 10% les plus pauvres. Ainsi, on remarque une conséquence de l'évolution du partage à valeur ajoutée, l'augmentation des inégalités. Première raison, la croissance a entraîné l'augmentation du revenu du capital. Or, ce sont les plus riches qui peuvent épargner. Deuxième raison, des emplois ont été créés, mais ce sont des emplois mal rémunérés et précaires. Enfin, dernier déterminant, l'État a réduit les prestations sociales, du fait d'un partage à valeur ajoutée moins favorable à l'État. On peut maintenant organiser les idées. Quelles évolutions du partage à valeur ajoutée? Quels effets? Premièrement, on va mettre en évidence les évolutions du partage à valeur ajoutée. Le partage, depuis les années 2000, a été favorable aux entreprises. On note que la part de la rémunération des salariés dans la valeur ajoutée aux États-Unis est passée de 61% en 2000 à 57% en 2015. De même, les profits ont augmenté de 11% en 2016 en France. Dans la part qui revient aux entreprises, ce sont les actionnaires qui ont été favorisés. Ainsi, les sociétés du CAC 40 ont versé 56 milliards de dividendes. En ce qui concerne la part qui revient aux salariés, tous les salariés n'ont pas connu les mêmes augmentations. Les salariés les moins bien rémunérés n'ont pas connu d'augmentation de salaire. Enfin, les impôts revenant à l'État ont diminué. Ce sont 56 milliards qui ont été versés sous forme de dividendes et qui auraient pu être versés sous forme d'impôts à l'État. Quelles conséquences a cette évolution du partage de la valeur ajoutée? D'abord, des conséquences positives. Les profits des entreprises augmentent. Leur investissement s'accroît. Leur compétitivité s'améliore. Et donc, elles vont pouvoir augmenter leurs exportations. Ainsi, ce sont ces 56 milliards de dividendes qui ont pu être réinjectés dans les petites entreprises ou start-up et qui permettent donc de financer l'investissement de ces entreprises. Cependant, cet enchaînement a lieu si un seul pays mène une politique de modération salariale. Si tous les pays adoptent cette stratégie, il y a une baisse de la demande mondiale qui entraîne une baisse de la croissance. Il y a d'autres conséquences négatives à cette évolution du partage de la valeur ajoutée. La première est la hausse des inégalités. Sur la période 2010-2014, les revenus dans l'OCDE augmentent de 1% pour les 10% les plus pauvres, de 2,3% pour les 10% les plus riches. Cela s'explique par une modération salariale, mais aussi par la diminution des aides sociales de l'État. La diminution de la part de la valeur ajoutée qui revient à l'État explique aussi la deuxième conséquence négative de cette évolution du partage de la valeur ajoutée. L'État reçoit moins d'impôts, il y a donc moins de dépenses pour la recherche et l'enseignement supérieur, et donc, ce qui génère un ralentissement de la croissance. Pour l'introduction, on peut prendre une information tirée d'un document. 56 milliards d'euros sous forme de dividendes ou d'impôts. Ou bien, la politique autour de la flat tax aujourd'hui en France. Faut-il imposer fortement les hauts revenus? Pour la conclusion, une connaissance du cours. Quelles conséquences peut avoir ce partage de la valeur ajoutée sur la conjoncture française en 2017? Ou bien, une idée d'actualité, les inégalités sont aujourd'hui nombreuses. Ainsi, certaines associations féministes ont mis en évidence qu'à partir du 3 novembre, les femmes travaillaient gratuitement,
puisqu'elles sont payées en moyenne un quart de moins que les hommes.